Dans la plupart des pays d'Europe, les magistrats sont montrés du doigt. Ils ont même été accusés de mettre sur pied une république des juges. Cependant, face au réseau criminel, les juges d'Europe semblent plutôt démunis et veulent le faire savoir. Les magistrats s'expriment peu, ils ont un devoir de réserve et sont tenus par le secret professionnel. Ils ont cependant accepté de nous répondre pour nous dire ce qu'ils voient et ce qu'ils ne peuvent pas voir, ce qu'ils savent et qu'ils ne peuvent pas savoir sans dévoiler pour autant ce qu'ils doivent continuer de taire. Au fil de ces rencontres, qui commencent en Italie et qui suivent les pistes du crime organisé et de la corruption jusqu'aux abords de la Commission européenne, nous avons pris la mesure de leur désarroi face à ces réseaux invisibles. Nous sommes dans une situation ridicule qui fait sourire la délinquance organisée. En gros, on peut s'occuper des petits, mais pas des gros. Parce que les gros, ils sont pas là. Ils sont en Suisse, au Luxembourg, à Jersey. Et là, l'action des juges s'arrête. Nous sommes tenus par des règles, par des procédures. Et si on s'y tient avec rigueur, comme ce doit être le cas pour les magistrats, nos chances d'aboutir sont assez minces. Plus le temps passe, et plus le danger est grand que les organisations mafieuses s'infiltrent dans des entreprises importantes et qu'elles puissent acquérir des parts majoritaires et ainsi devenir les centres névralgiques du circuit économique d'un pays. Un jour, on pourrait se réveiller le long de notre sommeil et avoir une situation très grave au niveau européen qu'on ne sait pas combattre. L'opinion publique européenne a été sensibilisée à la situation des juges dans les années 90, lors de l'assassinat du juge Falcone. Pourtant, les juges italiens luttaient déjà depuis longtemps contre la mafia à Palerme. Avec 10 ans d'avance sur les autres pays européens, ils sont les mieux placés pour parler des limites de la justice. Les moments dans lesquels vraiment l'Italie et le monde entier a compris qu'il y avait un phénomène qu'il fallait combattre et qui était désormais consolidé devant les yeux, c'était le 23 de mai du 1992. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Giovanni Falcone, sa femme et les autres éclataient sur l'autoroute. Ils faisaient éclater 1 kilomètre d'autoroute pour tuer tous ces hommes. Et en ce moment, comme si on s'était tout d'un coup réveillé le long d'un sommeil, on avait compris qu'il y avait la mafia. Avant comme après Falcone, la mafia a commandité des centaines d'assassinats, mais pour la première fois en 92, l'État italien a réagi de façon efficace en donnant des pouvoirs accrus à la police et à la justice, et notamment la possibilité de confisquer les biens mafieux. Après 8 ans d'action en justice, il y a plus de 4000 mafieux ou complices dans les prisons en Italie. Mais si l'organigramme principal de ces organisations a été presque entièrement décimé, grâce aux repentis, les mafieux n'ont pas pour autant disparu. En ce moment, ils semblent invisibles. Depuis les tragédies de 1992, l'assassinat du juge Falcone, de Paolo Borsellino, après les bombes de 93, à Milan, Rome et Florence, l'organisation criminelle nommée Cosa Nostra s'est enterrée. Elle a perdu sa face visible. Ça, c'est Bernardo Provenzano, le dernier des Corléonais. Il a été condamné par contumace le 6 septembre 1963. Lui, c'est l'invisibilité. Il représente et incarne la mafia des années 2000. On ne le voit pas, donc il n'existe pas. On n'a aucune photo de son visage. Ça, c'est une reconstitution faite à l'ordinateur. On n'a pas ses empreintes digitales, on dirait un fantôme. Certains disent que si on l'attrape, on l'attrapera mort, car c'est un homme qui a des secrets et peut mettre dans l'ennui plus d'un apparatchik de l'État. La stratégie actuelle de Cosa Nostra, voulue par leur chef Provenzano, est de disparaître de l'imaginaire collectif. La mafia a compris que ce qui n'existe pas dans les médias, quelque part, n'existe pas non plus dans la réalité.
Cosa Nostra veut que l'opinion publique pense qu'elle n'existe plus. Elle agit donc dans le secret en attendant des temps plus propices. Aspettando tempi migliori. Elle a abandonné les traditionnelles activités criminelles, trafic de stupéfiants, raquettes, parce qu'elle n'est plus intéressée par le contrôle de ce territoire. En effet, elle ne s'occupe plus de la drogue comme elle le faisait auparavant, mais elle s'occupe de réinvestir l'argent gagné pendant 30 années de trafic sans problème. Et c'est grave, parce que la criminalité organisée a eu tout le temps de pénétrer les leviers fondamentaux de l'économie et de polluer le circuit économique. Elle a donc pu s'approprier les principaux leviers de commande à l'intérieur de la société. Nous avons des repentis qui nous ont permis d'identifier les responsables de beaucoup d'homicides. Mais nous n'avons pas encore trouvé un seul repenti qui nous ait indiqué un numéro de compte d'argent sale. Cela démontre clairement qu'aujourd'hui, la nouvelle lutte contre la mafia est une lutte financière. C'est leur stratégie, ne pas faire de bruit, agir en silence, trouver de nouveaux appuis au sein du monde politique et économique pour revenir plus fort qu'avant. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, les magistrats ont très peu de moyens à leur disposition. Et même s'ils ont des armes pour prévenir, ils ne peuvent pas arriver jusqu'aux condamnations. La crise de notre système judiciaire, les longs délais des procès, les longs délais de toutes ces mesures très gênantes pour la mafia, comme la confiscation des biens, rendent l'action très difficile, lente, parsemée d'obstacles. Il manque clairement une réelle volonté politique d'arriver jusqu'au bout du problème. Les Italiens sont las de ces procès qui, au final, ont entraîné peu de condamnations. Les juges italiens se sentent abandonnés par l'opinion publique. Si beaucoup d'élus, de fonctionnaires et de juges ont été assassinés dans les années 80, aujourd'hui encore, ils ont besoin de protection. C'est le cas du procureur Scarpinato qui a requis à Palerme contre l'ancien président du Conseil, Andreotti. Ce magistrat est un homme seul. Il doit non seulement se protéger des attaques armées, mais aussi des attaques médiatiques. Je vis dans cette ville depuis 1988. Et ici, je ne connais qu'une vingtaine de personnes. Je ne connais pas la ville, puisque depuis mon arrivée, je suis obligé d'être protégé. Mes rapports avec cette ville sont inexistants. Je suis prisonnier de mon rôle, en fait. C'est un peu comme si j'étais aux arrêts forcés à domicile. Je n'ai pas vraiment de contact avec les autres, ou bien ce sont toujours des relations extrêmement contrôlées, filtrées, puisque je ne peux pas courir le danger, même si ce n'est qu'une relation personnelle, d'avoir affaire avec quelqu'un qui pourrait s'avérer demain être un mafieux. Certains juges estiment que la mafia s'est introduite dans certains médias et grands groupes de presse et s'en sert pour faire pression sur la justice. La mafia n'exécute plus avec des armes, mais avec des rumeurs. Chacun d'entre nous, pendant ces années, a été l'objet de calomnies, de campagnes de discrédit. Je ne sais plus combien de fois on a porté plainte contre des journalistes, puisque, comment dire, on essaie de détruire notre crédibilité vis-à-vis de l'opinion publique, de façon à ce que l'opinion publique ne puisse plus s'identifier avec la loi et qu'elle pense que ces magistrats ne sont pas des gens de confiance, soit parce qu'ils sont politisés, soit parce qu'ils sont avides de pouvoir.
Une fois ce consensus populaire cassé, donc, on reste tout seul. Et quand on reste tout seul, on se retrouve entouré par le danger. Puisque la seule réelle défense, ce ne sont pas les voitures blindées ou les escortes, mais l'approbation de la société. Si le meurtre d'un magistrat a un coût très élevé, parce que sa mort soulèverait l'opinion publique, alors ce magistrat ne sera pas tué. Mais si le meurtre d'un magistrat ne coûte rien, puisque la société l'a laissé seul, alors on pourra tuer ce magistrat. Le procureur Scarpinato est-il paranoïaque? À Milan, le procureur Gherardo Colombo, magistrat depuis 26 ans, une des forces motrices de l'opération Main Propre, confirme. Il a les mêmes problèmes depuis quelques années. Io faccio il magistrato dal 1974. Je suis magistrat depuis 1974. De 1974 à 1994, je n'ai jamais déposé plainte ou fait quoi que ce soit pour défendre ma réputation. Depuis 1994 à aujourd'hui, j'ai porté plainte en diffamation plus de 50 fois parce qu'on a dit de moi, je vous parle de moi puisque je connais les données, ils ont dit que j'avais créé des faux documents, qu'on était des assassins, etc. Creato documenti falsi, che eravamo degli assassini e così via. Questa è una constatazione, di fatto che en ce moment, in questo periodo, très fréquemment et parfois en insistant très fort, on agresse la crédibilité des gens. Si aggredisce la credibilità delle persone. Si les magistrats italiens ont marqué des points contre la mafia sur son territoire, l'argent du crime, lui, a disparu à l'étranger où il est impossible de le suivre. La mafia a opéré sa mutation. Aujourd'hui, elle s'infiltre dans l'économie légale de façon souterraine. Les juges doivent mettre au point de nouvelles méthodes d'investigation. Hilda Boccassini, qui avait arrêté les assassins du juge Falcone, a envoyé depuis 1992 plus de 700 demandes d'enquête à l'étranger, appelées commissions rogatoires. Elle a obtenu des réponses, mais jamais les bonnes. Grâce à Internet, pensez qu'il suffit d'un coup de fil qui prend exactement 3 minutes pour effectuer un virement. Face à ça, aujourd'hui, quels sont les moyens de la magistrature pour identifier un compte à l'étranger et donc son bénéficiaire économique? Le système des commissions rogatoires internationales. C'est-à-dire qu'il faut rédiger un texte qui sera accepté, s'il est accepté, par l'autorité concernée, que ce soit au Liechtenstein ou en Suisse. Le substitut Matassa a pris ses fonctions à Palerme l'année de l'assassinat du juge Falcone. Il appartient à une nouvelle génération de magistrats qui veut combattre la mafia avec des moyens modernes. Quelqu'un qui veut exporter $1 million de l'Italie en Amérique en passant par Suisse, Luxembourg et Autriche, elle va mettre 3 jours, disons. Nous, pour reconstituer ces passages, pour comprendre ce qu'il y a eu, on doit faire 3 commissions rogatoires différentes. On attend normalement 6 mois pour chaque commission rogatoire. Mais, par exemple, dans le cas de la Suisse, une fois que la commission rogatoire est acceptée, elle est soumise aux appels, aux recours. Et donc, normalement, ces 6 mois ils vont se prolonger comme, par exemple, dans des dossiers que moi, je gère encore là depuis 4 ans pour avoir une réponse de la Suisse. Donc, vous comprenez que ce que le mafieux fait dans une journée, 3 jours maximum, moi, je dois faire en 3 ans. Certaines conventions signées entre les différents États sont très vieilles et n'arrivent pas à suivre l'énorme augmentation de la criminalité et surtout son évolution et sa sophistication, tout comme celle de la société et du système capitaliste en général. Certains accords remontent même à 1800. Les commissions rogatoires ne reviennent pas avant des années. Pendant ce temps, les délais de prescription courent.
À ce jeu, les juges italiens ont le sentiment d'avoir perdu contre la montre. Sur des milliers de procès, au final, les seuls mafieux condamnés sont ceux qui ont du sang sur les mains. En revanche, ceux qui recyclent l'argent disparaissent le plus souvent dans la nature. Le crime organisé utilise l'avion, va partout. Il n'a pas besoin de respecter les règles des États individuels. Alors que les magistrats, les policiers qui combattent le crime organisé ont besoin de 1000 permis et de 1000 autorisations. Comment dire? Le crime organisé voyage en avion, les États qui combattent le crime organisé marchent encore à pied. Mais comment donc visualiser ces réseaux? Où trouver la frontière entre crime organisé, criminels en col blanc et corruption? À la demande de leur gouvernement, 2 experts suisses se sont penchés sur la criminalité internationale. Pour cela, ils ont informatisé des milliers d'affaires en s'appuyant sur l'ensemble des commissions rogatoires et des documents financiers de la justice suisse. Grâce à ce travail analytique, ils peuvent aujourd'hui montrer à quoi ressemble l'organigramme d'un réseau criminel. La Suisse, c'est un point d'observation absolument génial de tous les réseaux criminels qui s'agitent sur la planète. Bon, un réseau criminel, c'est quoi? C'est des liens, c'est des acteurs, et puis c'est des liens entre acteurs, des liens de différents types. Alors là, c'est la représentation avec un logiciel qui s'appelle i2, qui permet donc de replacer graphiquement des acteurs et des liens sur un plan qui est le réseau. On prend une période de temps donnée, on prend tous les acteurs de cette période de temps et puis on les met sur un plan. Donc on dessine le réseau. À la fin, on se retrouve avec un immense tableau parce que dans des réseaux comme ça va. Le plus gros, il a 1500 acteurs. C'est énorme. Mais au bout du compte, le logiciel permet de reconstituer des représentations graphiques que nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas capable parce qu'il y a trop d'informations, il y a trop d'acteurs. On voit par exemple, je dirais les plus simples aux plus compliqués, des dossiers de corruption basiques d'hommes politiques français, par exemple, mais je dirais tout bête, quoi, où le personnage a même mis les comptes au nom de ses filles, par exemple. Évidemment, ça se complique quand on monte dans des dossiers où se mêlent crime organisé et corruption, notamment lorsque ça implique des réseaux de multinationales. Et puis on complique encore lorsqu'on va jusqu'à une corruption, voire une relation au crime organisé des pays de l'Est, où on s'aperçoit que se mêlent des flux financiers de toutes sortes de provenances. Ça peut très bien être l'argent du trafic de stupéfiants, comme l'argent du racket, de la prostitution, ou des fraudes internationales, ou des fraudes à l'aide internationale. On a trouvé des constantes de fonctionnement aux organisations criminelles. Notamment, elles organisent il y a la production de richesses ou de marchandises, que ce soit les stupes, le racket, le secteur production. Il y a le secteur administratif interne, gestion de fortune, si on veut, le cœur. Et puis il y a l'organisation de la sécurité, voire même la diffusion de l'information. Et au fond, elles fonctionnent exactement comme simplement elles sont secrètes. Mais elles fonctionnent comme un État. À partir de ces schémas, ils arrivent à des conclusions inédites. Les mafias utilisent les mêmes réseaux financiers que la corruption. Les mêmes banques et intermédiaires se retrouvent souvent dans ces organigrammes. Le procureur antimafia de Milan, Laura Barbaini, confirme l'existence de telles connexions dans ses propres enquêtes en Italie et dans le reste de l'Europe. Nous avons démontré que le crime organisé se sert des mêmes canaux de recyclage d'argent que ceux utilisés par les hommes sur lesquels on a enquêté dans le cadre des investigations sur la corruption. C'est même, selon ma thèse et selon certaines de mes procédures, le crime organisé qui a fourni les canaux de recyclage utilisés pour la corruption. De nouvelles connexions entre réseaux criminels sont aujourd'hui mises à jour. Les mafias passent des accords entre elles au-delà des frontières. L'enquête Africa dont s'occupe le procureur Barbaini prouve pour la première fois les connexions entre la mafia italienne et 2 organisations de l'Est, de Turquie et du Kosovo. 125 personnes ont été arrêtées. Cette enquête exemplaire a permis de démanteler un réseau de revente en gros d'héroïne qui œuvrait sur 11 pays européens.
L'enquête Africa a dû prendre acte du fait que les groupes d'ethnie albanaise du Kosovo avaient montré une grande capacité d'organisation. D'abord, en créant des liens avec les producteurs turcs de stupéfiants, et ensuite en tissant des rapports paritaires avec les chefs des grandes organisations mafieuses historiques italiennes. Que s'est-il passé? En partie, ces groupes albanais se sont appropriés ces secteurs d'activité criminelle qui n'intéressaient pas Cosa Nostra. C'est-à-dire le petit deal de drogue dans les quartiers des villes du Nord, l'importation de hashish, que Cosa Nostra ne gérait plus directement, mais qui était passé dans les mains des organisations de la Camorra napolitaine. Ou alors, le contrôle de la prostitution des filles albanaises, trafic qui n'intéressait pas du tout Cosa Nostra parce que celles-ci sont importées et exploitées en Italie par ces mêmes organisations albanaises. Sera, un documento? Che avete voi? Ambasciata dalla Repubblica d'Albania. Ufficio stranieri, il giorno del mese di ottobre, ufficio stranieri. Le crime est devenu un secteur économique à part entière. Ce qu'on voit, ce sont des filles sur un trottoir. Mais l'argent généré entretient une longue chaîne. L'argent albanais, par exemple, a aussi servi à acheter des armes pour le conflit du Kosovo. Les activités mafieuses se diversifient comme celles des multinationales. Elles réussissent à faire les choses bien avant les autres parce qu'elles n'ont pas de bureaucratie interne. Elles réussissent à arrêter des accords avec la mafia de l'Est, avec les cartels colombiens, avec les triades chinoises, et ce autour d'une table pendant un sommet. Pour faire coopérer les polices ou les magistratures, quand elles y réussissent, ça prend 10 ou 15 ans. Les temps nécessaires sont ceux-là. C'est ça les rythmes de la justice dans le monde, le rythme des appareils judiciaires pour qu'ils se mettent autour d'une table et qu'ils fixent des règles. Dans le monde mafieux, évidemment, des règles, il n'y en a pas, et donc ils parviennent à leur fin rapidement. L'ouverture des frontières au sein de l'espace Schengen a favorisé l'éclosion de nouveaux trafics. Les mafias ne se limitent plus à des groupes criminels italiens. L'ouverture des marchés et des frontières a donné au crime organisé une capacité de mouvement sans limite en Europe. De plus, la déstructuration du bloc de l'Est a fourni un nouveau champ d'investissement et d'activité qui échappe à toute forme de contrôle et de coopération judiciaire. Les juges ne peuvent que constater après coup de quelle façon les organisations criminelles se sont répartis les marchés. En Italie, par exemple, ce n'est plus intéressant de faire certaines opérations de transit d'héroïne, parce qu'il existe une législation sur les écoutes téléphoniques qui s'est révélée efficace. C'est intéressant par contre en Allemagne, par exemple, où cette législation n'existe pas. Puis il y a d'autres États où il est plus intéressant de recycler l'argent, parce qu'il y a un circuit bancaire très libre. Voilà donc que la criminalité, comme sur un échiquier, choisit au coup par coup sur quelle case de l'échiquier intervenir, parce que c'est un point faible. Beh, io credo che il rischio sia un rischio veramente molto grosso. Je crois qu'il y a un très gros danger. J'ai peur que les frontières ouvertes pour tous, sauf pour les magistrats, engendrent un colossal développement du crime organisé et du crime organisé international. Io mi chiedo perché non vengono adottate delle serie contromisure. Je me demande pourquoi on n'adopte pas d'importantes contre-mesures qui permettraient à la magistrature d'intervenir au niveau international avec la même rapidité, ou presque, puisque ça ne pourra jamais être la même, avec une rapidité appropriée à celle avec laquelle se déplacent les gens ou les capitaux dans le marché international. Je me demande pourquoi.
La mafia va là où est le silence. La mafia va là où les gens disent que la mafia n'existe pas. Aujourd'hui à Palerme, aujourd'hui en Sicile, nous clamons que la mafia existe. Aujourd'hui à Palerme, il y a trop de lumière, il y a trop de bruit. C'est pour cela que la mafia s'enfuit et va à Hambourg et à Marseille. Depuis longtemps, la mafia italienne s'était établie sur la Côte d'Azur. À Nice, le casino de la Méditerranée est une verrue dans le centre de la ville. Un chantier inachevé dont la grue n'a pas bougé depuis 3 ans. Ce projet douteux, financé par des fonds douteux, est resté en l'état après la chute de ses promoteurs. Sur place, on dit que c'est une séquelle du crime organisé. Ça, c'est le symbole attristant, la conséquence de la collusion entre la mafia et la politique sur la Côte d'Azur. Historiquement, c'est le résultat d'un désastre, d'une complicité entre Jacques Médecin, qui était maire de Nice, et Jean-Dominique Frattoni, qui se voulait l'empereur des Jeux sur la Côte d'Azur, voulait faire de Nice Las Vegas de l'Europe, et qui était en fait l'homme de la mafia italienne. Ce fait allégué a été parfaitement prouvé. C'était une affaire de fric souterraine, c'est devenu une affaire de fric qui est maintenant au grand jour. Et voilà l'image que l'on donne de Nice au monde entier. La Côte d'Azur est toujours un lieu de passage pour le grand banditisme international. L'économie régionale profite amplement de cet afflux de devises. Ce que veulent les mafiosi, c'est être tranquille. C'est une période de repos pour eux que d'être sur la Côte d'Azur. Ensuite, ils vont travailler entre guillemets ailleurs, mais ici, ils ne veulent pas se faire remarquer. Les touristes russes sont de plus en plus nombreux. On se croirait à l'époque tsariste. Mais ce qui nous arrive, le plus souvent, ce n'est pas la crème. Et lorsqu'on parle de mafia, évidemment, on pense à ces Russes ou Ukrainiens. Ils peuvent être baltes aussi, biélorussiens, et qui, ma foi, eux sont déterminés à être ici, chez eux, petit à petit. Que peut faire la justice ? Le procureur Éric de Montgolfier vient de prendre ses fonctions à Nice. Alors d'où viennent-ils? Et c'est vrai qu'à chaque fois, il faut aller plus loin, chercher. C'est bien là qu'est le problème pour nous. C'est qu'on nous dit, mais ce sont des gens qui appartiennent à la mafia russe. Qui peut nous dire la réalité de cette appartenance? C'est pas à travers nos procédures locales qu'on y parviendra. Il faut nécessairement remonter jusqu'à la source. Et là, nous sommes franchement démunis. Ils percent dans différents secteurs. Tout d'abord, l'immobilier. La plupart de ces villas sont demandées jusqu'à présent par les Italiens et maintenant par les Russes. Elles sont recherchées d'abord parce qu'elles sont luxueuses, parce qu'elles sortent de l'ordinaire, mais aussi parce qu'elles ont un port privé. Et si le port privé est en eau profonde, le prix est beaucoup plus élevé parce qu'il y a possibilité pour le propriétaire de la villa d'amarrer son yacht, son bateau, sous ses yeux, et cela, bien sûr, peut lui permettre éventuellement de transporter certaines marchandises. Derrière des murs comme ceux-ci se trouvent des villas dont les prix de vente se situent entre 10 et 15 millions de francs. Ce type de logement n'est pas en vente dans des agences immobilières classiques. Celui qui veut se défaire d'une villa splendide, celui qui veut l'acquérir, il s'adresse à certains notaires qui ont en portefeuille des villas somptueuses qui, en général, se situent entre Nice et la frontière italienne et dans le pourtour de la principauté. Et ce sont ces villas qui sont achetées extrêmement chères, la plupart du temps comptant et en espèces. Il y a alors, à ce moment-là, une faille dans le système français. C'est que, pour ne pas être responsable d'une telle vente,
Le notaire indique, ce qui est vrai du reste, que la somme a été payée hors sa vue, hors la vue du notaire. Donc on ne peut absolument rien faire pour le notaire. Ça a été payé hors sa vue. Or, c'est une pratique qui est parfaitement légale. Des opérations importantes sont faites avec des fonds qui proviennent de Russie par des gens réputés appartenir ou être proches de la mafia. Comment puis-je faire ? Il faut que je regarde si l'opération est correcte. Bon, c'est vrai qu'il faut que les notaires, ici notamment, soient sensibilisés quand il s'agit d'achats immobiliers. Mais ça n'est pas suffisant. C'est vrai qu'une fois de plus, on s'en rend compte tous, quand on est magistrat, il est rare qu'on soit à l'avance sur le crime. La mafia russe a toujours eu un intérêt pour l'économie blanche depuis la dernière guerre. Maintenant, c'est devenu un de leurs pôles d'activité essentiels. C'est devenu en quelque sorte une porte de sortie. La criminalité violente telle qu'on la connaissait encore il y a 10 ans n'est plus une réalité pour l'instant pour la criminalité organisée russe en Europe. Le problème des mafias russes, c'est qu'elles investissent très très peu en Russie. Il y a une telle insécurité en Russie, y compris pour les mafias qui créent cette insécurité, que leur préférence va au prélèvement à la source, qui souvent se fait directement à l'étranger, donc il n'y a pas un sou qui va en Russie. La France est un pays agréable, et même pour les mafieux russes, c'est un pays où on peut faire des réunions d'affaires, où on peut réunir des sommets dans les hôtels, où on peut éventuellement faire du petit investissement immobilier. Le gros investissement, le gros blanchiment ne va pas se faire sur le territoire français. Mais vos services de renseignement savent que dans plusieurs villes d'importance moyenne, des villes comme Tours par exemple, vous avez déjà des activités mafieuses russes. Il n'y a pas seulement la capitale ou la Côte d'Azur. Ce qui est intéressant à voir également, c'est la perméabilité de la France au départ d'autres États Schengen. On a vu s'organiser des groupes criminels russes importants ici à Anvers, ou au départ de la Suisse, ou au départ de la Tchéquie, qui ont tenté, avec plus ou moins de succès, de faire des percées sur la France. On voit de nombreux responsables de la mafia russe implantés en Israël, qui parviennent à entrer sans difficulté en France, en tout cas jusqu'à ces derniers mois. Donc on a le sentiment qu'au niveau renseignement, la France domine bien l'activité des mafias russes. Il n'y a pas de criminalité violente en France pour l'instant, exception faite du cas de Sergueï Madjerov en 1994 et qui était mineur. Donc les services de renseignement dominent assez bien la situation et à partir de là, on n'a pas besoin de monter les procédures en instruction. Mais il est à craindre qu'à relativement court terme, la France doive aussi monter des instructions comme nous le faisons ici et avec les mêmes difficultés, c'est-à-dire les dossiers sont tellement compliqués, sont tellement transnationaux qu'à terme, on arrive à des non-lieux. Pour mieux brouiller les pistes, le crime organisé se trouve de nouvelles spécialités transnationales, beaucoup moins dangereuses que le racket, la drogue ou la prostitution, et autrement plus rémunératrices. Ainsi, la criminalité organisée des pays de l'Est utilise le manque de coopération judiciaire européenne pour réaliser un immense trafic de voitures volées. La région de Berlin est la plaque tournante de cette activité. Nous savons qu'il existe des groupes organisés, et ce sont surtout des criminels d'origine russe ou baltique, avec des structures très hiérarchiques à des différents niveaux. Ils analysent d'abord la demande de très belles voitures et établissent des listes, et cela est transféré au prochain niveau, à des voleurs polonais ou russes. Ils se procurent tout ce dont ils ont besoin. Des courriers, des personnes qui volent et qui conduisent les voitures. On se fournit des doublettes, des certificats, des gens qui font de la contrefaçon, des ateliers où l'on peut maquiller les voitures. On paie des pots de vin à des douaniers. Tout cela se passe du côté de l'Europe de l'Est et ensuite on envoie des groupes en Europe de l'Ouest qui sondent le terrain. Ils choisissent les voitures en fonction de la demande, que ce soit des Mercedes ou des BMW. Chaque année, selon Interpol, 1 million de voitures sont volées dans toute l'Europe, dont 600 000 ne sont jamais retrouvées. Ce trafic rapporte à ses auteurs quelques 100 milliards de francs français par an.
Nous savons que ces groupes ne limitent pas leur action à Berlin, mais l'étendent aux pays voisins. L'Allemagne n'est plus seulement un pays d'approvisionnement, c'est devenu un pays de transit pour les voitures volées en France, Deutschland ist auch schon Transit für in Frankreich, in Italien. Même la Pologne est devenue un pays de transit, à partir duquel les voitures sont ensuite dispatchées vers d'autres pays européens. Cette année, les vols de voitures en Allemagne sont en baisse, depuis que les modèles de luxe sont équipés du système satellite GPS qui permettent de les localiser. Mais Berlin reste le centre du trafic. Et le crime organisé se reporte sur d'autres pays européens en profitant du manque de communication entre les magistrats. Nous avons pu en Allemagne démanteler des structures, mais le problème est qu'ici, en général, nous n'arrivons à atteindre que le 3e niveau, le niveau exécutif. Parfois, nous atteignons le 2e niveau qui peut se trouver en Allemagne pour organiser ou négocier. Le 1er niveau se trouve toujours à l'étranger et là, nous ne pouvons que transmettre des informations dans le cadre de l'aide judiciaire internationale. Ensuite, il faut laisser la décision à la police des pays étrangers qui font ce qu'ils veulent de ces informations. Voici un autre exemple qui montre comment le crime se moque de la coopération judiciaire. À Bruxelles, les inspecteurs du travail luttent contre la traite des êtres humains. Les mafias utilisent les faiblesses du pays en matière de loi du travail. Les immigrés sont les plus vulnérables. Ils constituent la matière première de cette nouvelle forme de criminalité. Il y a souvent une étape où, comme par malheur, le passeport est perdu, en sorte que la personne n'a plus de documents et donc elle est beaucoup plus dépendante des personnes qui vont l'accueillir parce qu'elle ne peut pas prouver son identité, elle sent confusément qu'elle va avoir des problèmes avec les autorités. Et alors, arrivé au pays, évidemment, on déchante, l'emploi de serveuse promis se révèle vite être un emploi de prostituée, alors c'est l'enchaînement classique, des coups qui sont donnés si on ne se plie pas. La Belgique n'est pas le seul pays touché, mais plutôt celui où l'on accepte d'en parler. Selon l'Office international des migrations, dans les 15 pays d'Europe, 550 000 femmes sont sous la coupe du crime organisé. Sur ce chiffre, quelques dizaines seulement ont porté plainte. Mais il y a aussi d'autres types de filières du travail clandestin qui sont organisées par des mafias chinoises ou du bloc de l'Est. Les activités mafieuses ne se contentent plus du crime traditionnel. Elles utilisent les failles juridiques et sociales de l'économie européenne. En effet, il n'existe pas de loi internationale directement applicable qui concerne l'exploitation du travail. On utilise seulement le code du travail de chaque pays. Donc il n'y a pas de problème pour vous, vous n'allez pas aller en prison. Et on va examiner donc votre situation dans le pays et l'Office des étrangers prendra la décision à votre égard. Voilà, vous n'êtes pas des voleurs, vous n'êtes pas des criminels. Nous, on est là, c'est pour contrôler, voir si le patron est en infraction, oui ou non. Dans les ateliers de confection, l'horaire est beaucoup plus lourd que prévu, le salaire n'est pas à la hauteur de ce qui était promis, les conditions de logement sont misérables. Il y a eu un cas qui a été jugé ici en Belgique où les gens travaillaient 16-17 heures par jour pour l'équivalent de à peine plus de 10 francs français par heure. Et le peu d'argent que ces gens arrivaient à mettre de côté parce qu'ils devaient encore payer pour la chambre qu'ils occupaient au-dessus de l'atelier, ils le donnaient à l'exploitant qui les mettait dans sa poche au lieu de l'envoyer à la famille au pays. Donc ça, c'est vraiment de l'esclavagisme au XXe siècle. Les profits de cette exploitation se retrouvent souvent dans les caisses de sociétés multinationales. Nous avons l'impression que certains ateliers travaillent pour des chaînes françaises, notamment parce que les donneurs d'ordre peuvent être plus facilement inquiétés en France qu'en Belgique en raison d'une réglementation qui est différente. Donc, de Paris à Bruxelles, il y a 300 km, donc c'est pas bien compliqué de faire une partie de la production en Belgique et de la rapatrier vers la France. Ces sociétés très connues qui ont été identifiées par l'inspecteur jouent sur les différences de législation en toute impunité.
Et le problème n'existe pas que dans la confection. Parmi les nouvelles activités lucratives et peu risquées du crime organisé, il y a depuis quelques années l'exploitation des travailleurs belges avec la fraude systématique des charges sociales. Au bout du compte, on y retrouve la main de la mafia italienne qui abuse une région sinistrée. En fait, il s'agit de l'exploitation d'une misère sociale terrible. Le centre de la Belgique, la région qui va de la Louvière à Liège, disons en passant par Charleroi, a été traumatisée par la faillite de l'acier et du charbon dans les années 60 et 70. On a des poches de misère dans lesquelles le chômage peut atteindre 40% de la population active, voire plus. Sur ces poches de misère se développe un système qui est directement actionné par Cosa Nostra, un clan de la mafia italienne de Palerme, qui va en fait viser à exploiter ces chômeurs de longue durée, à les payer de manière à ce qu'ils aient un complément économique qui rende cette activité attractive pour eux, et à les louer à des industriels de toutes dimensions. Ça va depuis le petit entrepreneur qui fait des réfections de maison jusqu'à d'énormes chantiers publics, en fraudant les impôts et les charges sociales. C'est une activité qui est probablement toujours d'actualité, qui concerne des milliers, voire des dizaines de milliers de travailleurs qui ont été réellement livrés à ces entrepreneurs et exploités au maximum, et qui atteint de tels volumes financiers qu'ils sont de fait incalculables. L'exploitation d'un ouvrier par les négriers, comme on les appelle, peut rapporter par tête à peu près 1 million de francs belges, donc 150 000 francs français environ, par an. Carmelo Bongiorno, qui a été condamné par la justice belge, a été surnommé le ministre des Finances de la mafia. 1996 par le tribunal Il a été jugé avec Bruxelles, beaucoup d'entrepreneurs qui utilisaient ses services. Le Louviérois Carmelo Bongiorno, personnage central du trafic de main-d'œuvre, y avait été condamné, mais aussi plusieurs intermédiaires et des entrepreneurs généraux. Le système utilisé pour la fraude proposait diverses variantes, mais le principe de base est aussi simple qu'efficace. Quand l'affaire Bongiorno éclate, tout le monde a conscience de son importance, mais on essaie quand même de la limiter, de dire oui, ce sont des entrepreneurs véreux, et puis bon, ce sont des sociétés douteuses. Et puis on va se rendre compte qu'en définitive, les plus grands entrepreneurs publics belges, des sociétés comme Van Remenont, qui est un géant, qui est le Bouygues belge, ont eu recours à ces trafiquants de main-d'œuvre. Si Bongiorno est en tôle aujourd'hui à perpétuité, c'est parce qu'il a fait une connerie. Pour tenir un flic local qui était sa couverture, il a tué quelqu'un. Et c'est pour le meurtre qu'il est en prison aujourd'hui. Mais s'il s'était contenté de faire sa petite fraude, enfin son énorme fraude économique et sociale, il serait toujours dehors, M. Bongiorno. La fraude sociale est très généralisée dans beaucoup de secteurs et a tendance à s'étendre. Le bâtiment du Parlement européen, pendant sa construction il y a quelques années, a eu droit lui aussi à la visite des inspecteurs du travail. Surprise! Lors du contrôle, ils ont pu constater que sur le chantier le plus officiel, symbole de l'Europe unie, plus de 50% du personnel était payé au noir sans aucune protection sociale. Mais il y a plus étonnant. Le crime organisé s'intéresse aussi à l'une des premières ressources des États, la TVA. Ce que les spécialistes appellent les carrousels TVA. Ils permettent de gagner des fortunes sans prendre aucun risque, en jouant sur les différences de systèmes fiscaux entre pays de la communauté. La méthode est simple. La fraude repose sur quoi? C'est sur la vente fictive et la déclaration d'une vente fictive qui permet aux truands de se faire rembourser une TVA pour un produit qui ne bougera pas. Et vous pouvez faire cela à plusieurs reprises. Il suffit de faire tourner systématiquement des factures concernant des marchandises fictives entre des sociétés connectées de plusieurs pays de la communauté. On récupère la TVA à chaque fois et la dernière société de la chaîne disparaît avec le magot.
À Bruxelles, le procureur du roi, Benoît de Gemep, est aux premières loges dans cette lutte contre les carrousels TVA qui concernent tous les pays de la communauté. On ne va pas faire du trafic de bouteilles de lait, où il n'y a que 6% de TVA. On fait en général des trafics portant sur des objets et qui sont affectés du plus grand taux de TVA, ce qui est le cas du matériel IFI, de l'essence, des voitures de luxe, des choses comme ça. Ce sont les ordinateurs, les composants, les mobiles, le textile aussi, qui à l'origine d'ailleurs ne circulaient même pas, c'est-à-dire que ce sont des marchandises dont les déplacements étaient virtuels. Aujourd'hui, les trafiquants prennent la peine de les faire circuler, même s'il y a, je dis ça pour l'anecdote, il y a eu une période intermédiaire où vous aviez des camions qui circulaient, qui par exemple étaient chargés de sacs de sable qui étaient censés représenter les composants électroniques. Si c'est un carrousel assez perfectionné, vous pouvez gagner 1 million de francs par jour. Malhonnêtement, certes, mais gagner quand même. Alors, un carrousel ne dure jamais trop longtemps parce qu'il ne faut pas qu'il se fasse repérer par les services fiscaux, les services des douanes, et on peut considérer qu'un carrousel performant, si j'ose dire, dure 6 mois. Vous voyez, 1 million de francs pendant 6 mois, c'est une affaire extrêmement juteuse. Il suffit en fin de circuit de récupérer la TVA, de déposer le bilan et de s'installer dans un autre pays pour s'assurer l'impunité et le tour est joué. Les juges arrivent trop tard. Vous tombez souvent sur ce qu'on appelle des circuits morts. Et tout l'intérêt, bien entendu, des carrousels TVA, c'est de pouvoir les prendre vivants, quand l'argent est encore disponible. Et ça, c'est malheureusement plus rare. Les délais de réponse des justices étrangères ou des douanes étrangères ou des services fiscaux étrangers sont très longs. Et pendant ce temps-là, les voleurs ont toute liberté dans les faits. Ça a une conséquence économique dramatique. C'est une rupture des règles de la concurrence. Et donc on voit bien que ce n'est pas seulement voler le fisc, mais c'est aussi le risque de détruire des branches industrielles complètes. Mais il y a d'autres moyens de détourner l'argent public. Les fraudes et détournements directs du budget de la communauté européenne sont très nombreux. Ils ont été dénoncés dans les propres rapports du Parlement européen. Là encore, à la fin, celui qui paye, c'est le contribuable. Il y a un budget d'à peu près 500 milliards de l'Europe, 10% fraudés, ça fait 50 milliards. Et comme la France donne à peu près 80 milliards par an, dans ce que donne le verse le contribuable français, on sait qu'il y a une dizaine de 10 milliards qui vont dans les poches d'un mélange de gens qui sont des petits trafiquants, d'autres des gens très astucieux, et puis de la criminalité organisée aussi. Il y a un rapport d'experts indépendants, un rapport qui a été demandé par le Parlement européen, qui dit qu'en matière de fraude, au détriment de la communauté même, les systèmes de contrôle sont antidéluviens, que la quantité, je cite les propres termes, la quantité de personnel affecté aux tâches de contrôle, des problèmes de fraude ou d'irrégularité financière, la quantité de personnel donc est dérisoire, je cite une fois de plus, que l'Union européenne est très vulnérable aux actions de la criminalité organisée, s'agissant des crimes transfrontières, de ceux qui peuvent vous enrichir énormément et en peu de temps, escroquerie à l'huile, escroquerie à la viande, etc., les choses qui circulent sans circuler tout en circulant et qui font qu'en réalité, il y a le jackpot, vous encaissez des tonnes d'argent sans avoir fait rien bouger que ce soit, sauf des papiers. Et donc, vous avez face à ça une espèce de difficulté d'agir de la Commission européenne chaque fois qu'il s'agit de problèmes qui relèvent de la souveraineté des États. C'est dans cette salle à Bruxelles que siège la commission de contrôle budgétaire du Parlement européen. C'est là qu'on vérifie l'exécution du budget de la communauté. À sa tête siège Madame Dimut Theato, députée allemande, qui lutte contre la corruption. Nous n'avons pas à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour prendre des mesures adéquates, instruire, punir et éviter ce genre d'intrigues qui nuisent au budget européen.
Et deuxièmement, la commission que nous contrôlons doit nous fournir, lorsque nous les demandons, toutes les informations concernant l'exécution du budget. Je dois dire que là, il y a encore de grands manques. En 1999, il a fallu nommer un comité d'experts indépendants dont le rapport est à l'origine de la démission de la commission Santer. Ces affaires qui ont entaché l'exécutif européen sont le résultat d'un système qui s'était installé apparemment depuis des années. Des journalistes d'investigation belges ont continué l'enquête. Ils ont découvert de nombreux détournements, notamment de l'aide humanitaire et de l'aide à l'éducation. Il semble qu'à travers tous les programmes européens qui étaient sous-traités à l'extérieur, que ce soit l'humanitaire, l'éducation avec Édith Cresson et quelques autres domaines, d'une manière générale, on a des nébuleuses de sociétés qui sont liées entre elles et qui se partagent en fait le gâteau. Vous avez par exemple une société qui décroche le programme cadre, qui va sous-traiter à une société amie, donc ils mangent deux fois le même argent si vous voulez, et parfois sur le terrain ça va être encore une troisième société qui va agir, qui est liée aux deux précédentes, et donc il y a des systèmes en cascade comme cela, mais comme ces sociétés appartiennent à des droits publics différents, qu'elles sont soit belges, soit luxembourgeoises, soit françaises, soit italiennes, soit extra-européennes, il est extrêmement difficile pour la justice européenne de comprendre les mécanismes et de faire quelque chose. Voilà un exemple de ramification assez complexe que nous avons pu mettre au jour avec un collègue du Soir illustré. Nous avons fait une petite enquête et nous avons reconstitué une partie du système Périlux. Donc Claude Péry, c'est-à-dire la société luxembourgeoise qui a été mise en cause dans le détournement d'aide humanitaire, etc., en fait, avait tout un réseau de sociétés offshore en Irlande, parmi lesquelles on trouve par exemple Parkington Enterprises, qui était la société qui finançait le salaire du dentiste de Madame Cresson, par exemple, mais aussi le salaire d'un tas d'autres gens qui étaient payés en Irlande tout en travaillant à Bruxelles, de manière à échapper à l'impôt et aussi aux cotisations sociales. Mais ce qui est assez étrange dans ce système, c'est qu'on se demande, est-ce que pour quelques dizaines de travailleurs au noir ou de travailleurs qui échappent, qui fraudent le fisc, etc., est-ce que ça vaut la peine de créer un système aussi complexe ? Personnellement, j'ai des doutes. Et on s'est aperçu qu'en réalité, une partie de ces sociétés offshore servent aussi dans d'autres domaines. On a trouvé des ramifications, par exemple, entre cette société qui est Humanitarian Assistance, qui a travaillé pour la Commission européenne à une certaine époque. On a trouvé des accointances avec l'ARC. Donc la question qui se pose est de savoir, est-ce que tous ces réseaux de sociétés qui s'entremêlent ne servent pas en fait de canalisation pour faire fuir une partie des capitaux de toutes sortes d'activités plus ou moins avouables. Et alors, la société Offshore Écologie, dans laquelle on a cité le nom de Jacques Santer et de son fils, est en fait aussi dirigée par le même personnage que toutes les offshore de Claude Péry. Et on a toujours le même système. Le grave problème dans tout ça, c'est que même si la justice a ce genre de documents en main, elle peut beaucoup plus difficilement que nous aller voir ce qu'il en est et retracer un peu le cours des événements. Je ne vous cache pas qu'il y a certains journalistes qui ont pris peur à certains moments de s'attaquer à ce genre de choses. On a retrouvé des filières qui conduisent par exemple en Italie chez des gens qui ne sont pas forcément recommandables. Je me demande si cette nébuleuse n'est pas aussi parfois une connexion qui se rapproche un peu plus du crime organisé. L'enquête suit son cours très, très, très lentement. Dans cette histoire, où en est le dossier et quel tribunal pourra le juger ? Nous n'avons jusqu'à aujourd'hui pas de législation pénale qui punirait ceux qui portent préjudice d'une manière criminelle au budget européen.
Là se trouve le vrai problème. Nous avons créé un marché intérieur sans frontières. Les gens peuvent circuler librement à l'intérieur de l'Union européenne sans se faire contrôler, ce qui permet à des gens qui ne veulent rien de bien et qui fraudent systématiquement d'en tirer profit. Pour cela, il n'y a pas non plus de frontières, mais on n'a pas non plus créé des frontières qui limiteront ces activités et qui permettent de les combattre. Credo che ci vorrà parecchio tempo perché si realizzi una situazione Je crois qu'il faudra très longtemps pour que les choses changent. Je ne sais pas, espérons que l'intégration européenne aidera celle de la justice à avancer, fera avancer l'intégration judiciaire. Il reste néanmoins qu'il me semble que ce secteur, le secteur de la justice, est celui pour lequel, au moins en ce moment, les différents États soient le moins disposés à renoncer à quelques petits morceaux de leur souveraineté. Imaginez un instant comment, s'intégrant dans l'Union européenne, tellement d'États renoncent à leurs prérogatives de souveraineté qui soient vraiment des prérogatives de base. En 1995, nous avons trouvé un accord entre les chefs d'État et de gouvernement. C'était à Cannes, durant le sommet pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Chaque pays membre devrait protéger l'argent européen comme s'il s'agissait de son propre argent. C'est un principe qui a été accepté entre-temps et qui a été mis dans la clause des accords. Mais le comment, le combien de temps, le combien pour chaque délit, c'est partout différent. Cet accord, qui devait mener à un certain équilibre, n'a été ratifié que par 5 membres jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il faudrait qu'il le soit par les 15 pays membres. C'est-à-dire qu'il doit passer par les 15 parlements. Mais, et c'est ce que je prédis, et c'est ce que j'ai toujours prédit, jamais les 15 pays ne ratifieront cet accord. Renaud van Ruynbeck est l'un des magistrats emblématiques de la lutte contre la corruption. Il est l'un des signataires de l'appel de Genève. Pour lui, la solution est d'ordre politique. Actuellement, dans l'Europe, ce qui est clair, c'est qu'on veut bien abandonner la monnaie, etc., parce que c'est déjà pas mal. Bon, il a fallu du temps pour ça. Mais la justice, on ne l'abandonne pas. Parce qu'on considère que c'est régalien, c'est l'État, et si on lâche la justice, bah, finalement, les États n'existent plus. Donc il y a une espèce de repli sur soi des États, mais en fait qui se retournent contre eux. Parce que ce faisant, ils interdisent aux juges d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe et d'avoir la véritable compréhension de phénomènes qui menacent directement ces États. C'est très pervers comme système. Aujourd'hui, l'Europe est encore une sorte de paradis pénal pour les malfaiteurs. Ils circulent librement et non, les policiers, les gendarmes, les juges, hop, ils s'arrêtent à des frontières qui n'existent plus que pour eux. Donc, voilà. Alors, la justice doit se mettre à niveau. Et comme la justice ne se met ni vite ni très bien à niveau, que des lois comme ça sont prises, votées avec grand tambour et trompette, mais les décrets d'application ne sont pas pris, ce qui fait qu'elles restent lettres mortes. Nous sommes arrivés au niveau européen à avoir une définition du crime organisé, minimale, mais c'est déjà pas mal, au niveau de la coopération judiciaire et des extraditions. Ceci étant dit, maintenant au niveau des contacts interjuges, au niveau international, les contacts ne sont nulle part et les contacts interpolistes restent des contacts officieux, ce qui ouvre la porte à tous les dérapages. Le problème de la criminalité mafieuse est tellement grave que je crois que les États devraient réfléchir à la nécessité de renoncer à une partie de leur souveraineté nationale pour créer une seule et unique magistrature et police européenne antimafia. Je crois qu'il faudrait créer en Europe des structures calquées sur les structures italiennes. Par exemple, une police spécialisée comme la direction investigatrice antimafia et une magistrature spécialisée comme la direction des arrondissements antimafia et la direction nationale antimafia. Le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia.
Nous, les Italiens, nous avons eu, comment dire, la malchance de vivre avec la mafia pendant de nombreuses années. Mais grâce à cela, nous avons développé un dispositif législatif et des méthodes d'investigation que nous considérons comme étant à l'avant-garde de cette lutte contre la criminalité organisée. Tout simplement parce que nous avons beaucoup plus d'expérience. L'urgence, c'est d'adopter des définitions communes en matière de crimes mafieux, pour éviter que les mafieux trouvent refuge dans des pays où le crime d'association mafieuse n'existe pas, comme l'Espagne par exemple, où il est impossible d'obtenir leur arrestation. En France non plus, la justice n'est pas adaptée à la lutte contre le crime organisé. Les magistrats se plaignent du manque de moyens et de personnel. La difficulté aujourd'hui, c'est de faire un choix qui soit tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, c'est le dos au mur que nous faisons ces choix, et sous une poussée politique dangereuse. Surtout avec ce système dit du traitement en temps réel qui a prospéré depuis quelques années, et qui consiste à faire quoi? À traiter très rapidement des petits dossiers, c'est-à-dire qu'en l'espace de 3 mois, parfois moins, on va juger des choses qui ont un peu troublé l'ordre public, mais pas de manière profonde, pas de manière insidieuse, comme ça peut être le cas pour la grande criminalité. Alors, on va nous demander, au nom de l'efficacité, d'une rentabilité apparente, d'assurer ce traitement-là. Et on sait bien ce qui se produit. C'est-à-dire qu'on va traiter vite des petites affaires et lentement de grandes affaires. C'est qu'on fera venir rapidement devant le juge pénal de choses qui n'en valent pas franchement la peine et qui 15 jours après n'avaient plus d'importance. Et puis en revanche, de gros dossiers qui vont montrer ce qui se passe de manière occulte, qui atteignent durablement les fondements même de la société, eh bien ces dossiers-là vont partir déjà en retard par rapport à la date des faits, et puis ils resteront dans un cabinet d'instruction, 5, 6, parfois plus. Et puis ensuite, ils viendront dans les placards du parquet, attendre leur tour. Et leur tour ne viendra que lorsque le parquet aura fait passer les petits dossiers avant les gros. Nous sommes dans une situation ridicule qui fait sourire la délinquance organisée. Et face à ça, il y a quelques policiers qui sont noyés dans des activités de délinquance quotidienne de voie publique, quelques magistrats qui sont noyés dans des affaires de droit commun avec des délais de détention impératifs, qui font de ces affaires de droit commun des affaires prioritaires et qui traitent à temps perdu des dossiers de délinquance organisée. L'essentiel, la véritable matière grise, qui sont les magistrats pour diriger les enquêtes, nous ne l'avons pas. Il y a eu 2 recrutements en tout et pour tout depuis que le pôle financier est ouvert. Un magistrat au siège et un parquetier. Ça veut dire que chacun de nous avons beaucoup trop de dossiers et le même magistrat est censé pouvoir suivre des dossiers aussi compliqués que Elf et le Crédit Lyonnais, par exemple, sans compter les autres. Et chacun de nous, nous avons 60, 70 dossiers à traiter. Je pense que c'est essentiellement un problème de moyens, que le budget de la justice est notoirement insuffisant, que le nombre de magistrats en France est le même depuis 1858. Nous sommes remontés il y a 20 ans au même nombre qu'il y a 100 ans. Il faut savoir que les magistrats doivent trancher des questions beaucoup plus importantes et variées qu'il y a 100 ans. Donc la quantité de travail qui repose sur nous est colossale et le nombre n'a pas changé. En France aussi, les juges qui s'attaquent au crime organisé rencontrent des problèmes similaires à ceux des magistrats italiens. Vous savez, quand on fréquente les juges italiens, on s'aperçoit que ce sont des saints, parce qu'ils sacrifient leur vie, et ils sacrifient aussi leur carrière à l'idéal, à leur idéal qui est de la recherche de la vérité. Eh bien en France, c'est encore, je veux dire qu'ils sont 2 fois saints, parce qu'ils n'ont pas les moyens des juges italiens. Un magistrat qui veut vraiment, qui soupçonne que dans un dossier il existe une collusion entre la politique et le grand banditisme, ou la mafia étrangère, russe ou italienne, qu'importe, c'est que ce juge est seul.
non seulement il est seul dans le dossier, parce qu'il n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout, mais en plus, il va s'attirer des inimitiés beaucoup plus souterraines, il va se retrouver isolé. C'est l'exemple des quelques juges qui ont eu le courage et la volonté d'essayer d'aller jusqu'au bout et qui se trouvent maintenant mis au banc des accusés, comme Jean-Pierre Murciano à Grasse. Le juge Murciano a instruit la plupart des grosses affaires de corruption dans le sud de la France. Actuellement, il traite seul 235 dossiers, qui incluent des délits mineurs, mais aussi du grand banditisme et de la corruption. Il est confronté à toutes sortes de problèmes. J'ai traité à Grasse depuis une douzaine d'années un certain nombre de dossiers qui ont permis de mettre à mal ou au moins d'égratigner sérieusement cette mafia qui s'est implantée, mafia politico-financière. Au mois de juillet de l'année dernière, j'étais sur le point d'aboutir dans une nouvelle affaire où des faits de corruption extrêmement graves ont été mis à jour. Ça se situe fin juillet et début septembre, donc à la rentrée judiciaire de l'année 99, j'ai fait l'objet d'une attaque assez classique provenant de la part d'un mis en examen qui, pour essayer de sauver sa situation, s'en est pris à moi à titre personnel en me reprochant, selon lui, d'avoir une compagne qui serait au service d'une personne qui est l'un de ses accusateurs selon lui. Ce phénomène est tout à fait classique. Lorsqu'on fait ce métier, on se crée évidemment énormément d'ennemis et ça fait partie de la règle du jeu qu'un mis en examen nous prenne à partie. Là où les choses deviennent un peu plus scabreuses à mon avis, c'est que ce dossier qui met en jeu des groupes de pression extrêmement puissants, des compagnies financières extrêmement importantes, a connu des développements que j'estime curieux, dans la mesure où cette fois ce n'est plus le mis en examen qui me prend à partie, mais ma propre hiérarchie qui décide ma comparution devant un conseil de discipline. La chancellerie lui reproche un témoignage personnel écrit mettant en cause le comportement du Crédit Lyonnais dans le procès qui opposait Bernard Tapie à la banque. Le juge Murciano estime que ce sont de purs montages destinés à l'abattre. L'audience disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, que la caméra ne pourra filmer, est pour le moins troublante. Les révélations des témoins venus défendre le juge Murciano font apparaître des dysfonctionnements notoires de la justice du sud de la France dans des affaires autrement plus graves que ce qui lui est reproché. Non. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas les empêcher de faire leur travail. Si. Vous attendez ici, on va prendre une nouvelle consigne. S'il y a quelque chose qui change. C'est une audience publique, ce n'est pas une audience personnelle. Un procès politique, c'est un procès qui est instruit en fonction d'un travail qui n'est pas amené à plaire à certaines personnalités dans la région où le magistrat exerce. Et on l'élimine de cette façon. Le Conseil supérieur a tranché. Le juge Murciano a reçu une simple réprimande. Il reste qu'au cours des audiences, plusieurs témoins, experts, magistrats et gendarmes, ont affirmé que des enquêtes initiées par le juge Murciano auraient été enterrées par d'autres magistrats et que des preuves pourraient même avoir disparu. D'après eux, ces affaires mettent en cause des notables sur fond de suicides douteux ou même des réseaux pédophiles. La justice avance difficilement dans le sud de la France. Les juges y font face à des réseaux très organisés. Ces stratégies, elles sont subtiles, elles sont pernicieuses. Elles sont le fruit d'un travail occulte qui opère dans l'influence. On va, de manière très ciblée, déstabiliser le juge dans sa vie privée, par exemple. On va, par des réseaux d'influence qui sont même dans la presse, faire véhiculer des idées
qui sont susceptibles de déstabiliser le juge. Tout ça est très astucieusement fait. Et c'est le nouveau phénomène qui prévaut en Italie depuis de nombreuses années, déjà quand même, depuis de nombreuses années, mais qui commence à prévaloir également en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne. J'ai eu l'occasion d'échanger des points de vue avec mon collègue de Genève, le juge Casper Ansermet, qui curieusement, en s'attaquant au même dossier que le mien à Cannes, se trouve l'objet des manipulations tout à fait identiques. Et je reçois, depuis que toutes ces choses m'arrivent, de nombreux témoignages de collègues de toute la France qui me sont extrêmement précieux, qui sont d'abord réconfortants parce qu'ils sont des messages de sympathie, mais qui me permettent d'apprécier que cette situation n'est pas locale, elle n'est pas le fait de la Côte d'Azur, mais partout, dans chaque coin de France où la justice a pu avancer sur ce type de dossier, mais on constate que les mêmes phénomènes apparaissent avec plus ou moins d'acuité, évidemment, mais que systématiquement, on aboutit à dessaisissement, mutation, retrait de procédure, annulation de procédure et autres critiques. Il faut trouver les mécanismes, les contre-mécanismes, les contre-mesures, les contre-moyens pour que les magistrats continuent leur action. Alors, parmi ces mécanismes, il y a la presse. Il y a la presse, il faut que l'opinion sache de quelle manière on met en cause les magistrats qui travaillent, de quelle manière on met en cause les magistrats qui essaient de lutter contre les détournements de fonds publics, contre les trafics d'influence, contre les escroqueries généralisées, contre la criminalité organisée, contre la mafia, contre tout ça. Il faut que le public le sache. Il y a des journalistes qui sont menacés, on a des cas précis, des policiers qui sont menacés, des fonctionnaires d'État qui sont menacés de manière subtile, des avocats, toutes les professions qui concourent à la justice. Toutes les professions qui concourent à la justice sont des professions qui dérangent. Qui dérangent qui? C'est à cette question qu'il faut répondre. En France, des magistrats affirment que l'action de la justice est entravée par des réseaux occultes. Ce phénomène ne serait donc pas réservé à l'Italie. Le fait qu'il y ait des réseaux d'influence occultes est indiscutable. Au pôle financier du parquet de Paris, les juges Eva Joly et Laurence Wisniewski sont connus pour les affaires Elf et Crédit Lyonnais. Elles confirment l'influence de ces réseaux. Non seulement nous pensons, mais nous sommes certaines qu'ils existent, ces réseaux. Maintenant, par définition, c'est très difficile de les identifier, d'autant qu'ils se croisent. Donc, ce que l'on peut toucher du doigt, ce sont des forces de résistance très fortes à certains moments, très importantes, je dirais, à certains moments de nos dossiers. Donc, on se rend compte qu'il y a une mobilisation importante d'un environnement donné. Ce n'est pas nous qui inventons les pressions sur le témoin, ce n'est pas nous qui inventons les entrepôts qui flambent, qui détruisent les archives, ce n'est pas nous qui inventons le déménagement des cartons dans les caves la veille de notre perquisition, ce n'est pas nous qui inventons la perquisition, entre guillemets, opérée dans les locaux de notre police. Tout cela existe et traduit aussi l'organisation et la puissance des personnes à qui nous nous attaquons. Et les moyens que nous avons, nous, de chercher les preuves sont faibles. Eva Joly évoque l'incendie des archives et du siège du Crédit Lyonnais et le cambriolage de la brigade financière au cours duquel les scellés saisis par les juges ont été dérobés. Et c'est là qu'on voit fonctionner les réseaux. Parce que pour les différents épiphénomènes que l'on vient d'évoquer, ils n'auraient pas pu se produire sans connexion importante sur plusieurs plans. Les Français croient que la mafia, ce sont les gens qui tuent dans la rue. On a fait croire ça pendant des années aux Français. Les Italiens connaissent parfaitement la réalité. La réalité en Italie, c'est qu'il y a
quotidienne à Palerme, et puis les relations entre cette criminalité de base et les puissances de l'argent et les pouvoirs politiques. C'est le cas ici sur la Côte d'Azur où l'or noir c'est l'urbanisme. C'est le cas donc de certains dossiers d'urbanisme où des infractions sont commises alors qu'elles exigent la participation, non pas d'un élu qui serait un corrompu à titre individuel, mais de tout un ensemble de personnages qui sont les commissions d'urbanisme, les fonctionnaires municipaux chargés d'instruire les dossiers, mais également les fonctionnaires d'État qui sont là pour contrôler à leur tour le travail effectué par les communes. Donc, la commission de ces infractions implique que tous ces personnages soient concernés et par conséquent, il s'en déduit l'idée de réseau au sein desquels ces gens-là puissent se retrouver et préparer ensemble la commission de ces délits. Ce qui est très regrettable, c'est que ces associations puissent de manière occulte faire pression sur des instances décisionnelles. C'est ça qui est regrettable. Parce que l'on ait des groupes de pression identifiés et qui fassent chacun leur travail, je dirais que c'est le propre d'une démocratie que de pouvoir s'exprimer. Mais ce qui n'est pas propre à une démocratie, c'est ce caractère occulte et souterrain des connexions que l'on devine dans nos dossiers et qui vont bien au-delà d'ailleurs des clivages politiques classiques. En France, le procureur de Montgolfier est le premier magistrat à avoir ouvertement parlé de ces réseaux occultes dans la presse. Il a même mis en cause certains réseaux de la franc-maçonnerie. Cette prise de position a provoqué un tollé médiatique. Les maçons sont venus m'expliquer que, en dehors de grandes obédiences, il y avait des loges, ou ce ne sont pas vraiment des loges d'ailleurs, des institutions qui traversent les obédiences et qui sont des institutions qui regroupent des gens susceptibles d'apporter les affaires en réalité. On me parle de loges de cette nature où il y aurait plutôt des policiers. Dans une autre, ce sont plutôt des gens du monde judiciaire. Ailleurs, je pense que c'est plutôt le monde économique. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais à partir de ce type d'organisation, je ne vois pas ce que les frontières peuvent empêcher. Dès lors qu'on trouve ailleurs, de l'autre côté, dans d'autres pays, des organismes comparables. Et les liaisons vont se faire tout naturellement. La loge P2 est l'exemple parfait d'une création spontanée secrète à l'intérieur d'organisations officielles qui sont respectables. C'est une déviance de la franc-maçonnerie. Donc, est-ce qu'en France, il y a quelque chose d'équivalent? J'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a des loges dans toutes les affaires de corruption dont on a montré que des membres actifs étaient les chevilles ouvrières de ces affaires de corruption. Donc là aussi, c'est aux franc-maçonneries, parce qu'il y a plusieurs loges, de faire le ménage chez elles. Si les organisations ne respectent pas de nouveaux principes de transparence, comme l'a fait par exemple la franc-maçonnerie en Grande-Bretagne, on a des chances d'aboutir à des déviances, à des dérives de caractère mafieux. Dans toute l'Europe, le crime organisé prospère sur les carences juridiques de la communauté. Les moyens des juges restent archaïques face à des réseaux de tout genre, groupes d'influence, mafias, réseaux de corruption, qui utilisent les moyens les plus modernes de communication. On peut douter de la volonté politique réelle de s'attaquer à ces réseaux. Vous savez, en voulant se protéger, on protège aussi une masse qui est beaucoup un océan quoi derrière. Et ça peut expliquer une carence de la volonté politique. Ou alors c'est une absence de prise de conscience d'un problème politique majeur, un espèce d'aveuglement qui quand même persiste et c'est quand même bizarre que personne ne fasse rien face à ce problème-là. Dans le système actuel, avec les séparations des États, avec cette impossibilité de communication, avec cette difficulté de relation, on ne pourra jamais aboutir à quelque chose. Si je pouvais parler à un ministre, je lui dirais
que la justice, c'est tout dans un État. Un pays sans justice, c'est pas un pays. Et c'est pas un lieu commun, ça. C'est quelque chose qu'on devrait considérer concrètement. Parce que si on n'a pas la justice, on n'a pas la sûreté. Si on n'a pas la justice, on n'a pas l'économie. Si on n'a pas la justice, on n'a pas le progrès. On n'a rien. Les solutions pour lutter contre la grande criminalité, je reste persuadé aujourd'hui qu'il nous faut un organisme unique qui dépasserait les clivages nationaux et qui pourrait envoyer ses enquêteurs partout sans limite de frontières. C'est vrai que ça tient un peu au rêve, mais je ne vois pas d'autres solutions aujourd'hui. L'idée d'un parquet européen relève encore de la fiction. Jusqu'à présent, les gouvernements qui, depuis un demi-siècle, ont réalisé l'Europe économique ou la monnaie unique, hésitent à faire l'Europe judiciaire. De toute évidence, la justice est un symbole de souveraineté. De toute évidence, le crime organisé s'en accommode fort bien.